Bonjour, confrères mammifères. Aujourd'hui, on va parler d'un petit blondinet et d'un gros bagarreur. Non, pas cela. Il s'agit de Archer et Armstrong, dont l'intégrale des aventures est sortie en français chez Bliss Comics. Avant de parler de la série en elle-même, il est bon de rappeler qu'elle s'inscrit dans le reboot de l'univers Valiant. Et, chose rare, cet univers a connu un redémarrage de qualité. Certains grands éditeurs américains devraient même s'en inspirer. Le truc, c'est que l'univers Valiant d'origine est peu connu en France, en grande partie parce qu'il n'a pas été publié dans nos contrées. Pourtant, fut un temps où il s'agissait du troisième éditeur de comic book après Marvel et DC. Alors, on va effectuer un petit retour en arrière sur l'historique de la firme et de son fondateur, Jim Shooter. Jim Shooter est né en 51 à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Il est donc très jeune lorsqu'en 56 débuta l'âge d'argent des comic books. Alors qu'il était alité suite à une petite opération, il se mit à dévorer les aventures des héros DC avant de se plonger dans l'univers encore frais de Marvel. Ces lectures créèrent chez lui une véritable vocation, et alors qu'il est à peine âgé de 13 ans, il envoya au siège de DC quelques histoires de la Légion des super-héros qu'il avait dessinées. Quoi qu'il en soit, le 10 février 66, il reçut un coup de fil de Mort Weisinger qui souhaitait lui acheter les histoires qu'il avait écrites. Mais aussi il embauchait comme scénariste sur Superman et Supergirl. Alors, âgé de 14 ans, motivé par le besoin de gagner de l'argent pour soutenir sa famille alors en difficulté financière, et une fois l'année scolaire terminée, sa mère l'accompagna à New York pour signer un contrat avec DC Comics. Il commença sa carrière en écrivant et dessinant le numéro 346 d'Adventure Comics, daté de juillet 66. Numéro dans lequel il créa entre autres le personnage de Karate Kid. Le mois suivant sortit le numéro 340 d'Action Comics pour lequel il créa l'un des adversaires les plus connus de Superman, le Parasite. Et autre fait d'armes, en août 67, il scénarisa dans Superman 199 la première course entre le Kryptonien et le Flash de l'âge d'argent. Et il a que 15 ans à l'époque, autant vous dire que ça commence plutôt pas mal son début de carrière. Une fois le lycée terminé, et alors qu'il a été accepté à l'université de New York, Shooter fut embauché par Marvel. Il se retrouve alors à devoir cumuler ses études avec deux boulots puisqu'il n'a pas quitté DC Comics. Enfin pas encore, puisqu'au final il abandonnera pour des raisons financières ses études, ainsi que son ancien poste pour se consacrer à plein temps à son travail d'éditeur chez Marvel. Malheureusement, sa situation financière le contraint à rentrer à Pittsburgh, et par là même à abandonner ce nouvel emploi. Dès lors, il multipliera les emplois à droite à gauche. Pour vivre, il fit la plonge, nettoya des voitures, devient gardien ou encore bûcheron. Et ce, jusqu'à ce qu'une agence de pub cherche à embaucher, et je cite, « le gamin qui faisait des comics », ce qui lui permit de remettre en application son don pour marier mots et images. Au bout de quelques années de ce régime, il fut contacté par un fanzine consacré à la Légion qui cherchait à l'interviewer. Le papier qui en découla le rappela aux bons souvenirs de l'industrie des comics, et dans le milieu des 70s, les Big Two lui proposèrent chacun un poste. Il opta pour DC. En effet, la proposition était plus alléchante financièrement, et elle lui offrait de revenir sur des titres aussi prestigieux que familiers pour lui que Superman ou la Légion. Malheureusement pour le jeune auteur, ses relations avec ses éditeurs se révélèrent assez tendues. Shooter clamant par la suite qu'on le forçait à réécrire inutilement ses scénarios. Son salut viendra de Marv Wolfman, à l'époque éditeur en chef de Marvel, qui lui demandera en décembre 75 de le rejoindre en tant qu'assistant éditeur et scénariste. Et le 2 janvier, il put ajouter ce nouveau poste à son CV. Il y avait à l'époque un fort turnover chez Marvel, ce qui permet à Shooter de grimper rapidement les échelons de la firme. Et en 78, à l'âge de 27 ans, il succéda donc à Archie Goodwin au poste d'éditeur en chef. Poste auquel il pourra imposer sa patte, en tout cas bien plus que ses prédécesseurs. En effet, à cette époque, Stan Lee délaissait peu à peu les comics et cherchait à initier la production d'animés et de films tirés des personnages Marvel. Fort de son poste d'éditeur, Shooter va s'immiscer dans les processus créatifs en imposant des règles d'écriture ou de dessin, mais il va aussi professionnaliser la production des comics Marvel en imposant des deadlines strictes aux auteurs, ce qui le rendra relativement impopulaire auprès d'artistes habitués à plus de liberté. Mais il va aussi superviser un certain nombre de runs mythiques, comme les X-Men de Claremont et Byrne, le Thor de Simonson ou encore le Daredevil de Miller. Jim va aussi contribuer à favoriser la vente qu'en comic shop, en créant des comics comme Dazzler. Il va aussi rapprocher l'éditorial du marketing pour favoriser la vente de jouets, et pour ce faire, il créa le premier crossover impliquant tout l'univers Marvel avec Secret Wars. Il lancera aussi Epic, qui était un magazine de BD plus haut de gamme,
offrant des royalties aux auteurs. Le magazine sera à l'origine de l'imprint du même nom, qui sera une sorte de Vertigo à la Marvel. Et en 1986, il a l'ambition de créer un nouvel univers partagé avec The New Universe. Mais la nouvelle gamme ne prendra pas, et étant de plus en plus souvent en conflit avec ses équipes, il sera renvoyé en 87. Cependant, Jim Shooter est un tantinet revanchard sur les bords. Il va rassembler des investisseurs afin de tenter de racheter Marvel. Cependant, la société fut rachetée par Ron Perelman, qui pouvait mettre plus de 0 sur ton chèque. Alors, l'ancien éditeur en chef arriva à convaincre en 89 ses associés de fonder la société Voyager Communications, société qui aura une ligne de BD du nom de Valiant Comics. L'objectif de Shooter est en effet de continuer à publier des histoires de super-héros et à terme de concurrencer Marvel et DC Comics. Pour ce faire, il rachète le catalogue de héros de Gold Key Comics qui avait cessé ses activités en 84. Mais les investisseurs ne sont pas aussi enthousiastes que lui à cette idée. Il préfère en effet créer des partenariats avec Nintendo et la World Wrestler Federation. En effet, ces marques génèrent à l'époque des millions de dollars et sous pression, Shooter est obligé d'admettre que le risque est moins grand que de se positionner en concurrent direct des Big Two. Cependant, ces comics sous licence ne marchent pas, et malgré diverses stratégies pour limiter les coûts de production, Valiant perd de l'argent. Aussi, les investisseurs décident-ils de finalement laisser Shooter faire son job d'éditeur comme il l'entend. Et donc en 91 apparaît le premier comic book tiré des licences de Gold Key, Magnus Robot Fighter, suivi en septembre par Solar, Man of the Atom. En janvier 92 sort la première création originale Valiant avec Harbinger numéro 1, puis ce sera au tour de XO Manowar, Prey et Shadowman. En termes de marketing, Valiant mettra en place un certain nombre d'innovations. Enfin, quand je dis innovation, selon à qui vous demandez, on vous dira peut-être que c'est des monstruosités ayant engendré la folie spéculative des années 90. Par exemple, c'est cette firme qui la première fera des comics à la couverture chromée ou des numéros 0. En 92, pour consolider l'univers partagé qui vient d'être créé, est mis en place un crossover nommé Unity, impactant toutes les séries et en engendrant d'autres. C'est ainsi qu'apparaît Eternal Warrior, Bloodshot, Ninjak, Dark Corps, Second Life of Dr. Mirage et surtout la série Archer et Armstrong qui prendra vie grâce au dessin de Barry Windsor Smith, mais on y reviendra. En 93, grâce au bouche à oreille et à la qualité de ses comics, Valiant détient 12% des parts de marché. Pour info, la même année, Marvel était à 30%. Bref, à cette époque, Valiant c'est un peu Marvel quelques années plus tôt. Une petite boîte qui monte avec un nouvel univers partagé. Mais les investisseurs réclament des profits rapidement et des dissensions entre eux et Shooter commencent à apparaître. L'éditeur en chef est alors remercié. L'histoire de Valiant devra donc continuer sans lui. Malgré la nouvelle direction et l'utilisation d'autres personnages de Gold Key ou un crossover avec les séries de la fraîchement créée Image Comics, les comptes ne se redressent pas. Et en 94, Voyager Communication est vendu à l'éditeur de jeux vidéo Acclaim. Au début, cela représente peu de changements pour Valiant qui en profite pour sortir des rééditions. Il faudra attendre 96 pour que l'influence d'Acclaim se fasse réellement sentir pour le lecteur avec un premier redémarrage de l'univers. L'éditeur, renommé Acclaim Valiant, débauche des grands noms comme Mark Waid, Garth Ennis ou Warren Ellis pour chapeauter cette refonte. Pour attirer de nouveaux lecteurs, d'autres super-héros vont être créés. Ainsi naquirent Quantum and Woody, mais aussi Dr. Tomorrow, Troublemakers ou l'équipe purement féminine des Trinity Angels. En parallèle, la maison mère se sert de l'éditeur comme réservoir à licence. Ainsi, XO, Turok ou Shadowman deviennent des jeux vidéo qui remporteront un certain succès. Mais si les jeux se sont bien vendus, certains lecteurs ont mal vécu la mise à la trappe de l'ancienne continuité. Et en 99, l'éditeur, à nouveau sur une pente descendante, décide de rappeler Jim Shooter, accompagné cette fois de Jim Starlin, pour scénariser un event qui devait faire le pont entre les deux continuités. Mais c'est déjà trop tard. Commercialement, ce sera un échec, au point que sur les 6 numéros prévus, seulement 3 seront distribués. Et au début de l'an 2000, Acclaim décide d'arrêter les frais et ferme sa branche comics. Mais côté jeux vidéo, c'est pas la joie non plus. Entre une mauvaise publicité, des procès, la perte de licences sportives, la régression du marché de l'arcade et plus de 100 millions de dollars de dettes, Acclaim est obligé de se déclarer en faillite en 2004. En 2005, le catalogue de personnages est mis aux enchères pour éponger une partie des dettes. Les licences Gold Key, que sont Solar, Magnus et Turok, retournent via Random House à Western Publishing, à qui elles appartenaient au départ. Le catalogue des créations originales de Valiant est lui racheté en 2005 par Dinesh Shamdasani et Jason Kothari, accompagnés d'un groupe d'investisseurs. Ils baptiseront la nouvelle société Valiant Entertainment. Et plutôt que de se lancer tête baissée dans la production de suites des anciennes séries ou dans l'édition d'un nouveau reboot que personne n'attendait, ils vont jouer la carte de la prudence. Pour commencer, ils vont faire des rééditions en hardcover du premier univers Valiant, ce qui permet de se rappeler à la mémoire des vieux fans. Ces rééditions bénéficiant d'histoires inédites écrites par Jim Shooter.
Si cela a pu redonner un peu de visibilité à l'éditeur, ça a surtout préparé le reboot de l'été 2012. Ce dernier commença avec les versions modernisées de XO Manowar, Harbinger, Bloodshot et enfin la BD qui a motivé cette vidéo, Archer and Armstrong. Quand il y a quelques années, Panini a cherché à introduire en France Valiant, j'ai été comme beaucoup, je pense, assez sceptique devant ce nouvel univers super-héroïque. Pour être franc, j'y suis même allé à reculons. Au final, j'ai découvert plusieurs séries de qualité, mais celle qui m'a véritablement fait aimer cet univers, c'était Archer and Armstrong. La série existait déjà dans l'ancienne continuité, même si elle n'a paru qu'à partir du crossover Unity mis en place par Jim Shooter. Et bien que Shooter et Layton aient écrit le numéro 0 qui présente l'origine du duo, et aient travaillé au scénario des épisodes prenant place au sein de l'event, on peut facilement considérer que la série est en fait une œuvre originale de Barry Windsor Smith. En effet, à l'exception de quelques épisodes, c'est lui qui se chargera du scénario et du dessin. En caricaturant un peu, si Shooter était l'équivalent de Stan Lee, alors Windsor Smith était son Jack Kirby. De fait, Windsor Smith était le directeur artistique de Valiant. Connu pour des runs mythiques sur Conan, les X-Men ou encore Wolverine, l'artiste utilise toute son expérience pour raconter son histoire. Celle d'un fils de pasteur dont les parents se révèlent être en réalité des tueurs sadiques qui vont tenter de l'assassiner pour effacer toute trace de leur forfait. Il va fuir et se réfugier dans un monastère oriental où il apprendra à maîtriser les arts martiaux avec une facilité déconcertante afin d'arrêter ses géniteurs. Mais à son retour aux USA, il va découvrir que ses parents ont déjà été arrêtés. Ne sachant quoi faire de son existence, mais souhaitant agir pour le bien, il va rencontrer Armstrong, un vagabond alcoolique et vulgaire, pourchassé par une secte qui voit en lui l'antéchrist. En effet, le sans-abri est en réalité un immortel que la secte, qui s'est infiltrée dans toutes les grandes organisations, essaie de tuer depuis des milliers d'années. Voilà le point de départ de l'histoire, mais je vais m'arrêter là pour laisser des surprises aux plus curieux d'entre vous. C'est sur ce schéma de base que Fred Van Leyt va construire son histoire lors du reboot de 2012. Et bien entendu, il va moderniser le concept, et pas qu'un peu. Par exemple, si les parents d'Archer sont toujours des pasteurs, ce sont surtout des tartuffes à la tête d'une organisation créationniste, pesant de toute son influence sur la scène politique. Du reste, même leur église fait partie de la secte, ce qui fait que la rencontre entre Archer et Armstrong n'est plus due au hasard. La secte a aussi été relookée. Il faut dire que depuis les années 90, les théories du complot impliquant des sociétés secrètes ont fleuri dans tous les sens. Eh bien, vous savez quoi? Si on en croit ce comics, elles sont toutes vraies. Que ce soit les financiers sacrifiés en veau d'or, les nazis planqués dans l'Himalaya, Elvis ayant été en vue vivant, ou encore l'armée américaine travaillant sur des soucoupes volantes, tout est vrai. Et là où Fred Van Leyt fait très fort, c'est qu'il arrive à relier entre eux de nombreux concepts déjantés, mais aussi à y cacher son point de vue sur notre société. Par exemple, sous couvert d'humour et d'action, Van Leyt nous montre clairement les 1% profiter du réchauffement climatique tout en faisant du lobbying pour nier son existence. Il nous montre une nonne rejetant le fanatisme religieux au détour d'une case, ou encore des soldats anonymes se révolter contre l'exploitation dont ils sont victimes. Et sous sa plume, les puissants, les maîtres secrets de notre monde, se transforment peu à peu en ce qu'ils sont réellement, de ridicules bouffons. Mais une bonne histoire, c'est aussi des personnages. Et là, Van Leyt fait des merveilles. Dans cette version, le couple Archer et Armstrong, c'est un peu Laurel et Hardy qui auraient remplacé Indiana Jones au pied levé dans sa quête d'artefacts mythiques. Mais ce duo au sein duquel se développe un rapport fraternel, même si on n'est pas toujours certain de savoir qui est réellement l'adulte responsable, c'est aussi une confrontation de points de vue. Un échange de philosophie de vie entre le candide, pur et idéaliste Archer et Armstrong, un hédoniste désabusé qui noie sa mélancolie dans le vin, la poésie et les femmes. Enfin, Van Leyt fait de sa série le lion du nouvel univers partagé. Si les lecteurs de comics ne seront pas surpris de voir débarquer dans ces pages d'autres personnages de l'éditeur, certains dialogues font aussi état, de manière cryptique, enfin plus ou moins, à des événements prévus pour plus tard. Pour la partie graphique, on a droit à une valse de dessinateurs. Mais dans l'ensemble, leur style est assez proche pour que le passage de l'un à l'autre ne nous sorte pas de la lecture. Le dessin est clair et détaillé, et l'action bien découpée, ce qui vaut mieux tant les personnages semblent toujours être en train de courir. Enfin bref, c'est beau. Vous l'aurez compris, j'aime cette série. Et l'édition d'un bel intégral VF bardé de bonus par Bliss Comics n'a pu que me ravir. Comme d'habitude, ce jeune éditeur a fait un sacré boulot. Malgré tout, certains, possédant déjà les 3 tomes édités par Panini, pourraient rechigner à se procurer un volume dont ils ont déjà une partie conséquente. À cela, je dis point d'inquiétude. Bliss a le bon goût de sortir la série dans une version numérique qui ne vous oblige pas à tout reprendre du début. D'ailleurs, le petit prix de cette version pourrait être utile pour celles et ceux qui auraient peur de se lancer dans une nouvelle série, voire un nouvel univers, sans en avoir un avant-goût.
Mais je vais m'arrêter là avant de me changer en commercial de Bliss Comics. Bref, si vous avez envie de savoir où est passée la colonie perdue de Roanoke, pourquoi les petits gris sont obsédés par les sondes anales et quel lien unit le Saint Graal et Bruce Lee, lisez Archer et Armstrong. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner ou à la partager. Bref, vous connaissez les bails. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!